Alors je suis philosophe. N'ayez pas peur. Et j'aimerais placer cette petite causerie de fin de colloque, causerie à supposer qu'elle ait des effets, sous le haut patronage de deux grands philosophes. Le premier, c'est Aristote qui disait « La philosophie ne mériterait pas une heure de peine si elle n'aidait pas à mieux vivre. » Rassurez-vous, je ne vous propose pas une heure de peine. Tout d'abord parce que j'ai moins d'une heure, mais surtout parce que je vais essayer quand même de faire en sorte que ce moment ne soit pas trop pénible. Je crois cependant profondément à la vérité de ce que disait Aristote, le vieux maître, oui, la philosophie, cela peut aider à mieux vivre, et cela peut aider à mieux vivre si ça fait son travail, travail qui, comme le disait magnifiquement Michel Serres à la fin, comme le disait magnifiquement Paul Ricoeur à la fin de sa vie, est fondamentalement un travail de clarification, d'éclaircissement, de rafraîchissement du sens des mots. C'est ainsi que Paul Ricoeur entendait à la fin de sa vie. Le travail des philosophes est sans doute beaucoup plus modeste aujourd'hui qu'il ne le fut jadis, mais ce travail, il a peut-être une certaine nécessité, car c'est un travail en effet d'éclaircissement, de clarification, de rafraîchissement du sens des mots. Et bien, quand on arrive à faire ce travail-là, de rafraîchissement, d'éclaircissement, de clarification du sens des mots, eh bien, on peut espérer quelque chose comme un petit bonheur, quelque chose comme un petit bien dans la vie, parce que je dirais que plus on a l'esprit confus, moins on risque de bien vivre. Je ne dis pas positivement, je ne dis pas que plus on a l'esprit clair, mieux on vit. Si je parlais ainsi, je serais disciple de ces philosophes qu'on disait des Lumières, lesquels, dans un bel optimisme, croyaient que plus on avait l'esprit clair, mieux on vivait, que plus on était savant, meilleur on était. Le XXe siècle nous a un peu guéris de ce bel optimisme, malheureusement. Et voilà pourquoi je dirais plus modestement que plus on a l'esprit clair, moins on risque de mal vivre. Mais je crois en effet que oui, la philosophie peut aider à mieux vivre quand elle fait son travail. Et ce travail, en effet, c'est un travail de clarification, d'éclaircissement, de rafraîchissement du sens des mots. Le deuxième philosophe, sous le haut patronage duquel je veux parler, ne passe pas pour un philosophe à l'université. Parce qu'il philosophait en racontant des histoires. Et malheureusement, mes collègues aiment mieux les philosophes qui philosophent en écrivant des traités, des dissertations, des critiques de la raison pure, des tractatus théologico-politiques. Et résultat, ce très grand philosophe est un peu méprisé, c'est bien dommage à l'université, alors qu'il nous racontait des histoires fort intéressantes, dont l'une, enfin, à mon avis, nous met très vite au cœur du problème, l'histoire d'un chat qui s'appelait Rodilardus. Et ce chat faisait des rats tels des confitures que l'on n'en voyait presque plus, tant il en avait mis dedans la sépulture. Le peu qu'il en restait, n'osant quitter son trou, ne trouvait à manger que le quart de son sou. Et Rodilard passait, chez les rats misérables, non pour un chat, mais pour un diable. Or, un jour qu'au haut et au loin, le galant alla chercher femme, pendant tout le sabbat qu'il fit avec sa dame. Le demeurant des rats tint conseil, en un coin, sur la nécessité présente. Dès l'abord, leur doyen, personne fort prudente, opina qu'il fallait, et plus tôt que plus tard, attacher un gros lot au cou de Rodilard, qui n'y avait que ce moyen, qu'ainsi de sa marche avertie, il s'enfuirait en terre. Tout le monde fut de l'avis de monsieur le doyen, chose leur parut à tous plus salutaire. La difficulté fut d'attacher le grelot. L'un dit, je n'y vas point, je ne suis pas si sot. L'autre, je ne saurais, si bien que sans rien faire, on se quitta. J'ai maints chapitres qui pour néant se sont ainsi tenus, non chapitre de rat, mais chapitre de moine, voire chapitre de chanoine. Et la morale de la fable, ne faut-il que délibérer, la cour en conseiller foisonne. Est-il besoin d'exécuter, l'on ne rencontre plus personne. Évidemment, vous avez reconnu le philosophe en question, c'est Jean de La Fontaine. Et dans cette fable assez peu connue, qui s'appelle « Conseil tenu par les rats », eh bien, le fabuliste nous invite à nous méfier. À nous méfier, alors on n'appelle plus ça des chapitres, mais on appelle ça des colloques, des conférences, des assemblées générales, bon. Et surtout, à nous méfier lorsque le moment est venu, dans ces chapitres, dans ces colloques, dans ces conférences, dans ces assemblées générales, lorsque le moment est venu de donner la parole aux philosophes. Parce que alors eux, ils adorent en effet délibérer, spéculer, analyser, penser,
mais ils décident peu et agissent moins encore. Voilà pourquoi il faut une double méfiance en fin de journée. Et voilà pourquoi c'est quelque chose comme un défi qui m'a été lancé par M. Bompard, que de devoir vous parler à la fin de cette journée sans doute un peu fatigante, eh bien, d'intelligence collective. L'éthique est pratique ou n'est pas. Les belles incantations, les beaux éloges, les belles délibérations, eh bien, sont choses inutiles, voire temps perdu, si elles ne s'incarnent pas dans la réalité la plus quotidienne, la plus douloureuse peut-être de vos professions. Alors j'équilibre un peu, vous voyez, La Fontaine et Aristote, ou Aristote et La Fontaine. Aristote, dans un certain optimisme, nous dit « la philosophie est nécessaire », car elle clarifie les choses, donc la philosophie ne mériterait pas 1 heure de peine si elle n'est pas mieux vivre. Ça ne va pas être 1 heure de peine, parce que je ne vais pas parler 1 heure, rassurez-vous, mais ça va clarifier les choses. La Fontaine nous dit méfiance, hein, parole, 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 comme disait Dalida à Delon. Et donc, équilibrons un peu ces deux grands philosophes que furent Aristote et que furent La Fontaine, et comprenons, c'est ainsi que je l'ai compris, comprenons que c'est un peu un défi qui m'a été lancé par M. Bompard, mais il y a certains défis qui doivent être relevés. Il faut parfois relever le défi, comme il faut parfois relever le gant qu'a laissé tomber une belle à ses pieds, ou un homme que bientôt on provoquera en duel pour laver son honneur. Eh bien, les défis, comme les gants sont faits pour être relevés, j'ai accepté de relever le défi, et je vais procéder en 2 temps. Dans un premier temps, je vais essayer de décrire à ma manière, vous me direz si elle vous paraît juste, la crise que vit le secteur dans lequel vous travaillez. Après, eh bien, je ferai l'éloge de l'intelligence collective comme peut-être moyen de ne pas vivre cette crise de manière trop critique. Car tout d'abord, il me semble en effet incontestable que votre secteur est en crise, que les professions de l'action sociale en général, mais les professions de la protection de l'enfance en particulier, traversent comme des moments de turbulence, traversent quelque chose comme une crise. Et on sait bien qu'il y a crise lorsque le vieux monde tarde à mourir et que le jeune monde tarde à naître. Autrement dit, les repères qu'on avait pu mettre en place, eh bien, on les sent menacés, fragilisés, inquiétés, remis en question, et cependant les nouveaux repères qui se présentent à nous, eh bien, sont soit incertains, soit contradictoires. Il y a crise lorsque le vieux monde tarde à mourir et que le jeune monde tarde à naître. Eh bien, en effet, nous sommes dans des secteurs en crise. Et alors cette crise, je sais qu'on l'explique souvent comme le passage un peu douloureux d'un paradigme à l'autre. Le paradigme ancien, c'est celui qui voudrait que les institutions au service des plus fragiles, des enfants et des adolescents, eh bien, relèvent du service public et soient inspirés par des idéaux de solidarité, d'éducation et d'émancipation. Et le nouveau paradigme, c'est celui qui voudrait que ces institutions relèvent du monde de l'entreprise et que dès lors, elles n'échappent pas à la concurrence, qu'elles se fixent des objectifs d'efficacité, de rentabilité, qu'ensuite soient évalués dans quelle mesure les 10 objectifs ont été atteints. Et alors, on décrirait la crise ainsi, hein, le passage d'un paradigme à l'autre. Le secteur social lui-même serait sommé d'entrer dans le monde des affaires en vertu d'irrésistible progression de ces idées qu'on dit néo-libérales. De sorte que si jadis on servait, maintenant on gérera. Si la guerre on éduquait, à présent on formatera. Hier on émancipait, de nos jours on cadrera.